Donc, nous allons sans tarder entrer dans le vif du sujet. Donc, vous représentez ce soir YPD, qui est une ONG qui fait dans l'entrepreneuriat vert et qui éduque sur la question environnementale. Pouvez-vous nous parler un peu du chemin que vous avez parcouru depuis l'idée de création du YPD jusqu'à la réalisation, jusqu'à la mise en place du YPD, aujourd'hui qui est une structure non négligeable sur le territoire béninois? J'ai fait une tour sur votre page web, vraiment, vous faites des choses formidables, félicitations. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus sur le chemin parcouru jusque-là? Oui, merci pour la question. Alors, je pourrais déjà dire que YPD, c'est une aventure. Tout a commencé sur les bancs en tant qu'étudiant en 2012. Et on était tous étudiants. Il y avait les problématiques de protection de l'environnement, les problématiques de l'agriculture durable. Mais on se disait, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour apporter un changement, pour améliorer en fait les défis auxquels on était confrontés. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Ario Akia, un collègue agronome également. On s'est rencontrés au rectorat, on échangeait, on s'est dit, tiens, mais on est tous des membres actifs. Genre, il était membre AESEC, j'étais membre JCI. On avait d'autres jeunes étudiants aussi qui étaient membres d'autres organisations. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas se mettre ensemble et répondre donc aux défis donc, de notre temps. D'abord, quand on était agronome, protection de l'environnement, c'était des sujets qui nous passionnaient. Donc, c'est parti de là. Rapidement, on s'est regroupés, on a fait une réunion ensemble, on a mobilisé d'autres jeunes qui avaient la même vision, la même dynamique que nous. Et voilà, du 8 août 2012, c'est parti. On a eu la première réunion. Je voudrais remercier ici les membres fondateurs de YPD, que sont Ario Akia, Elna Stella Fayomi, Jérôme Aguet, Ange Zokankuno et moi-même. Donc, l'aventure a commencé depuis 2012. Alors, on a fait notre petit bout de chemin. Depuis ce temps, on a formalisé l'ONG en 2015. On a enregistré donc, nos documents à la préfecture. Donc, on avait un statut maintenant légal du point de vue de la loi. On a démarré nos activités. Avec nos maigres moyens qu'on avait dans le temps, c'était surtout des séances de renforcement de capacité. Parce qu'on s'était mis à l'idée que pour quand même apporter un changement positif dans notre communauté, il fallait quand même qu'on ait la capacité d'agir dans la communauté. Donc, notre première stratégie était donc de faire des formations, de renforcer les capacités des jeunes sur diverses problématiques, la gestion de projets, la communication, les problématiques liées à l'environnement, la protection de l'environnement, les déchets et tout ce qui touchait à l'environnement, à l'agriculture. Donc, ça a été une expérience. Les premières formations, on n'avait pas besoin de grands moyens pour le faire. On avait des partenaires à l'université, donc on pouvait avoir une salle gratuitement. Il suffit juste de mobiliser le formateur et puis paf, c'est parti. Donc, on l'a fait 1 ou 2, 3 fois comme ça. Et ensuite, on a voulu plus s'organiser, se concentrer maintenant vers des domaines plus spécifiques. Donc, on a accentué donc, nos efforts dans la protection de l'environnement. Et depuis 2015, de manière officielle, on a fait quand même beaucoup d'activités de reboisement, beaucoup de campagnes de sensibilisation, beaucoup de dons également, beaucoup de formations à l'égard des jeunes, des écoliers, des élèves, voilà, pour renforcer leurs capacités et les amener quand même à être des leaders dans leur communauté, de sorte à ce qu'ils puissent à leur retour impacter les différents membres de leur communauté à agir. C'était surtout ça. Et voilà un peu brièvement ce que YPD a fait. Et voilà, le parcours a été agréable. Il y a eu des hauts et des bas. On a appris des leçons passées. On continue d'apprendre et on continue de mobiliser les ressources, tant physiques que matérielles, pour accomplir nos objectifs. OK. D'abord, félicitations à toi et à toute ton équipe. C'est clair et net que la jeunesse de l'Afrique constitue sa plus grosse force et nous pouvons tous impacter nos sociétés. Donc, du coup, du point de vue administratif,
quels ont été les documents que vous avez eu à constituer au début? Et est-ce que vous avez eu besoin d'un dossier de sponsoring? Et que contenait réellement ces dossiers avant le lancement de votre ONG? Parce qu'aujourd'hui, nous avons, et sûrement parmi nous, des jeunes qui ont des idées de projets qui leur tiennent à cœur depuis longtemps. Et nous avons aussi des jeunes qui ont trouvé, après cette crise, des idées de projets. Est-ce que vous pouvez un peu parler de comment vous avez commencé? Et après, on passera à la stratégie que vous avez adoptée et qui est maintenant possible aussi. Je suis déjà, dans un premier temps, on a réalisé nos activités par nos propres fonds. On n'avait pas vraiment de réels partenaires, de réel soutien sur le plan financier. Et comme je l'ai dit, l'objectif premier était de renforcer les capacités des jeunes. Donc, c'était surtout des séances de formation, des conférences. Donc, au moins, on avait quand même cette chance d'avoir à côté l'université qui était là. On avait des salles quand même de conférences qu'on pouvait acquérir grâce au soutien des différents professeurs et autres responsables de l'université. Donc, c'était un gain quand même énorme. Parallèlement à ça, je vais d'abord continuer sur la formalisation de l'ONG. Donc, à un moment donné, la stratégie, on avait tous les capacités en tant qu'agronome de postuler donc à des appels à projets. Et on s'est rendu compte que, tiens, il fallait quand même avoir des documents administratifs, des documents légaux pour pouvoir vraiment soumettre et être crédible aux yeux des bailleurs extérieurs. Donc, on s'est dit, écoutez, on doit quand même enregistrer l'ONG pour avoir quand même une existence légale et maintenant pouvoir facilement donc postuler à ces différents appels à projets. Donc, on a fait l'Assemblée générale constitutive de l'organisation et on a mis en place nos statuts et règlements. Et avec cet ensemble-là, on a déposé donc nos dossiers à la préfecture et quelques mois après, donc, notre récépissé final est sorti. Donc, avec ça, on pouvait vraiment prouver aux yeux des bailleurs extérieurs qu'on est légalement enregistré et qu'on est quand même sérieux dans ce qu'on fait. Ok, merci. Donc, comme je le disais, je tiens d'abord à rappeler aux participants qui peuvent poser des questions pour que je les pose par après à M. Christel. Donc, comme je le disais tantôt, il y a des gens qui ont des projets ici, qui ont des idées et qui ne savent pas par où commencer, faute de moyens financiers. Et ils se posent la question par où commencer ou avoir de l'argent pour mener à bien nos activités lorsque nous mettrons en place notre organisation. Alors, pouvez-vous nous présenter ou en quelque sorte leur donner des conseils, leur donner des pistes sur les stratégies de mobilisation financière qui existent aujourd'hui et disons par rapport à une approche empirique, ce qui se faisait avant par les dossiers de sponsoring et ce qui est possible aujourd'hui avec la technologie qui est bien avancée et avec le mode numérique. Comment peut-on mobiliser les fonds aujourd'hui pour une organisation à but non lucratif et qui est indépendant de l'État et des institutions internationales? Merci. En fait, c'est une question très pertinente parce que de la viabilité financière de l'organisation dépend sa durabilité. On a beau avoir les belles idées, tout ce qu'on veut, mais sans ressources, on ne peut vraiment pas atteindre nos objectifs. Donc, c'est quand même un axe majeur dans la vie d'une ONG et on va en parler à travers une présentation. Avant ça, je n'ai pas la main pour partager mon écran. Si je peux avoir la main, je partage mon écran donc, pour ma présentation. J'espère que c'est bon. Yes. OK. Du coup, nous allons suivre attentivement la présentation de M. Christel qui va nous dévoiler ici quelques stratégies de mobilisation financière que nous pourrons adopter plus tard pour concrétiser et réaliser nos idées de projets que nous avons maintenant. Je rappelle que la jeunesse constitue la force majeure de l'impact pour mobiliser et changer la société, même dans votre quartier, dans votre ville, vous pouvez être des acteurs de développement. Donc, nous allons suivre avec attention
la présentation de M. Christel sur les stratégies de mobilisation financière des ONG. Merci, Kodjo. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Ouais. OK, super. Donc, je vais juste mettre en plein écran. C'est parfait comme ça, je pense. Ouais. OK, merci encore une fois. Alors, nous allons brièvement présenter quelques moyens de mobilisation de fonds pour des ONG environnementales, agricoles, etc. De jeunes organisations également. Alors, les grandes lignes de ma présentation, dans un premier temps, on va faire une petite introduction. Ensuite, on va présenter les différentes sources de financement, que ce soit interne ou externe. On va aborder quelques facteurs de succès et nous allons finir par une conclusion. Alors, dans un premier temps, je vais dire qu'il y a une multitude d'ONG en Afrique ici et partout ailleurs dans le monde. Et la plupart de ces organisations dépendent du financement des donneurs pour financer leurs activités. Et la tendance aujourd'hui, on remarque quand même qu'il y a un certain nombre de donneurs qui réduisent leur soutien financier en raison donc, de certains événements, peut-être COVID-19 ou d'autres de leurs priorités. Donc, on peut remarquer quand même dans la sphère globale qu'il y a une réduction donc, des soutiens financiers des différents bailleurs. Et aujourd'hui, le défi des ONG, c'est vraiment de trouver des moyens pour effectivement mettre en œuvre leurs activités. Ceci est d'autant plus important que d'ici 2030, on ambitionne tous de mettre fin à la pauvreté, de sauver donc, la planète, de bâtir un monde plus durable. Donc, il va falloir mettre en œuvre des projets, programmes pour résoudre ces défis-là. Alors, où est-ce qu'il faut trouver le financement? Comment est-ce qu'il faut le faire? Et quelles sont les différentes sources? Voilà brièvement ce à quoi va s'atteler notre présentation. Alors, dans un premier temps, je veux rappeler qu'il y a des sources de financement internes et des sources de financement externes. Les sources de financement internes, c'est surtout de l'autofinancement et les sources externes donc, proviennent des partenaires ou bailleurs extérieurs. Alors, pour moi, la première source de financement des ONG, c'est d'abord les cotisations des membres. Parce que c'est la première chose qui montre l'engagement des membres dans l'organisation. Et cela se fait à travers les frais d'adhésion et les contributions personnelles des membres. Et si une ONG est engagée, ces membres sont engagés, je pense que la première ressource qu'on peut avoir, c'est pour mener des activités sur le terrain, c'est déjà les cotisations que font les membres, les cotisations mensuelles ou les cotisations annuelles. Donc ça, c'est une première source de financement pour les organisations, pour les activités. Et donc, comme je le dis, ça dépend effectivement de l'engagement, des capacités donc, des membres et de leur volonté donc, à pouvoir fournir ces différents frais-là. De plus, l'organisation peut, avec ses moyens, peut mettre en œuvre des projets au moment où il le veut et améliorer donc, la visibilité de l'organisation. Par exemple, je prends le 8 mars, Journée internationale de la femme, je pense, et une ONG a le désir de renforcer les capacités des jeunes dans sa communauté sur les problématiques liées à la femme, par exemple. Donc, rapidement, avec les frais donc, liés aux cotisations des membres, on peut rapidement initier une activité et réaliser donc, ces activités-là. OK. Et c'est très souvent, donc, les thématiques donc, sont quand même définies par l'organisation. Donc, d'autres moyens de financement, c'est les services de conseil. Alors, je voudrais rappeler que les ONG quand même ont cette capacité donc, de mener des activités commerciales. Et ce qui est important, c'est que les frais liés donc, à ces activités ou les bénéfices liés à ces activités doivent être réinjectés dans les activités de l'ONG. Autrement, ça devient une entreprise commerciale. Et donc, dans ce contexte, les ONG peuvent fournir des services de conseil. Il s'agira principalement donc, de fournir des services de conseil à des tiers moyennant des frais. Cela comprend donc des activités de formation, des activités de développement de compétences, des renforcements de capacités à travers donc, des conférences, des cours en ligne, des webinaires. Donc, pratiquement, l'ONG a des ressources. Je prends le cas de l'ONG Young Partners for Development, par exemple. On a beaucoup de membres qui sont dans la recherche. Un défi donc, pour les étudiants, par exemple, c'est comment rédiger leur mémoire, comment rédiger les thèses, comment avoir une bonne méthodologie de recherche.
on a plein de membres qui ont quand même cette capacité-là. Donc, on peut vendre cette expertise à l'extérieur, à travers donc, des conférences, à travers donc, des webinaires, à travers des cours en ligne. Et cela peut rapporter donc, des ressources à l'organisation qu'on peut donc injecter dans les différentes activités. Et ce qui est important donc, sur cet aspect, c'est vraiment qu'il faut une expertise et une expérience reconnue dans le domaine. Donc, si vous n'êtes pas vraiment fort en TIC et vous voulez parler d'éthique, bon, c'est que vous n'allez pas vraiment avoir grand succès dans cette expérience-là. C'est un axe quand même assez important qu'on peut davantage utiliser. Et ça permet de valoriser également les membres parce que le membre a une compétence qu'il peut vendre dans l'ONG et en dehors de l'ONG. Et c'est une capacité de plus pour lui. Donc, moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, une autre source de financement interne, c'est l'accumulation d'actifs. Il s'agit là principalement d'activités de location des biens de l'organisation pendant une certaine période donnée. J'ai une ONG, j'ai un grand siège à Beaumont-Calavi, j'ai du mobilier, j'ai une grande table, une grande salle qui peut accueillir 40 personnes. Alors, je peux mettre la salle de conférence de l'organisation à disposition d'autres personnes qui peuvent la louer et je peux, à travers donc, cette activité, faire des rentrées d'argent dans l'organisation et donc financer mes activités. Alors, quelques points d'attention, c'est effectivement qu'il faut disposer de biens et d'actifs à pouvoir, qu'on peut louer. Donc, ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Alors, ça, c'est brièvement quelque chose de financement interne que je viens d'énumérer, les cotisations des membres, l'appui conseil et les actifs qu'on peut louer. Et on a également donc les sources de financement extérieur. Alors, on en parle tous, c'est le crowdfunding, financement participatif, pardon. Et dans ce contexte, il s'agit surtout de mobiliser son réseau d'influence pour financer donc des projets innovants, des projets à fort impact social. Et là, on fait appel donc à nos amis, à notre famille, à nos proches, nos différents amis, à notre communauté sur les réseaux sociaux, notre communauté à l'extérieur, dans divers pays. Ce qui est important donc, dans ce cadre de financement, c'est que ça nécessite une très bonne campagne de communication sur les médias sociaux, sur les différentes plateformes en ligne. Et pour réussir à lever donc des fonds par crowdfunding, il faut vraiment mener beaucoup d'efforts, être transparent donc dans l'organisation, transparent dans le projet qu'on présente. Ce qui est sûr, plus on a de détails sur notre projet, plus les gens sont intéressés et mieux ils peuvent comprendre ce qu'on veut faire, l'impact qu'on veut créer à travers notre projet et à même donc d'investir, de contribuer donc à financer notre projet. Alors, dans ce cas, il y a différentes plateformes de crowdfunding et suivant les cas que vous ayez atteint ou non les objectifs, vous pouvez recevoir ou non vos fonds. Donc, il va falloir choisir les plateformes appropriées pour votre levée de fonds par crowdfunding. Je vais également présenter brièvement quelques plateformes de crowdfunding dédiées à l'écosystème africain, surtout. Alors, on a Fiatop, qui permet quand même de lever des fonds pour des projets innovants. Vous allez sur Google, vous tapez Fiatop, vous allez quand même avoir toutes les caractéristiques de la description de comment s'enregistrer, comment mettre en ligne son projet, etc. Et il y a quand même de multitudes de sources de plateformes de crowdfunding. Donc, il va falloir les choisir par rapport à votre projet, ceux qui sont adaptés donc, à votre contexte, et surtout un contexte africain. On a EcoBall, qui est une plateforme pour les projets écologiques. Je pense à beaucoup de nos collègues qui sont dans le domaine de l'environnement, du climat, de la sensibilisation des jeunes sur les questions de changement climatique, les financements verts et tout ça. Donc, EcoBall quand même offre cette opportunité-là sur sa plateforme. On a également des plateformes qui sont dédiées spécialement à l'agriculture et à l'alimentation, comme Mimosa. On a It's About My Africa, qui est également une plateforme de crowdfunding dédiée donc, spécialement au continent africain, et également Bluebeats,
qui financent donc l'agriculture. Donc, voilà quelques exemples de plateformes de crowdfunding. N'hésitez pas à chercher davantage ceux qui sont adaptés à votre projet et à lever vos fonds. Le plus important sur cette plateforme, c'est de créer un bon argumentaire, d'avoir un plan de communication assez solide. Je pense qu'avec ces deux aspects-là, on a quand même la possibilité de lever le maximum de fonds. Sur cette plateforme, on peut lever quand même je ne vais pas dire de petites sommes, mais des sommes assez conséquentes pour mettre en œuvre nos projets jusqu'à, ça dépend de votre projet, 5 000 euros, 10 000 euros, etc. Alors, quelques points d'attention sur l'aspect crowdfunding. Comme je l'ai dit, il faut choisir donc des plateformes qui sont adaptées à vos projets. Et il ne faut pas oublier donc, que les plateformes prennent une commission donc, sur les fonds que vous allez lever. Donc, si possible, intégrer donc, ce paramètre dans la planification donc, de votre budget et tout cela. Et plus il y a de détails, plus il y a d'intérêt pour les donateurs. Alors, d'autres sources de financement externe, on a les subventions publiques. Là, il s'agit surtout des aides financières qui sont attribuées par les entités publiques sans attendre de contrepartie. On a les différents États, nos gouvernements, les ambassades, les entités internationales et autres. Souvent, elles fonctionnent par appel à projet. Et ces projets donc, sont évalués par des groupes d'experts pour évaluer de la pertinence de votre projet et les sélectionner. Quelques exemples de subventions publiques. Au Bénin, par exemple, on a le Fonds national pour l'environnement et le climat qui, de façon périodique, lance des appels à projets pour des projets liés au climat, etc. On a l'ambassade des États-Unis au Bénin qui lance quand même quelques subventions pour le financement des ONG, des associations dans différents domaines. On a l'Union européenne, l'Union africaine, les agences de développement, etc. Donc, sur le net, vous pouvez avoir davantage de ressources pour avoir quand même assez de possibilités. Ça, c'est un exemple d'une activité qui a été financée au Bénin par l'ambassade des États-Unis. C'était un projet donc, de formation des jeunes en agroécologie et la promotion du moringa qu'on a réalisé à Corvey au Bénin. Et ça a été financé donc, par l'ambassade des États-Unis. Donc, c'est un exemple de projet concret qu'on a eu à mener et c'était surtout à travers une subvention publique. Alors, une autre possibilité également, c'est les subventions privées. Là, il s'agit surtout donc des contributions financières ou matérielles qui sont attribuées par des institutions ou entreprises privées sans attendre de contrepartie. Et toujours dans ce contexte, c'est à travers les appels à projets. Par rapport aux subventions privées également, je voudrais mettre l'accent sur les partenariats. Les partenariats qui sont quand même déterminants pour mobiliser des financements. C'est peut-être une question, ça peut faire l'objet d'une autre présentation parce que de plus en plus, il faut quand même nouer des partenariats solides pour espérer donc, mobiliser davantage de fonds, tant au niveau local qu'international. Et nous, une petite stratégie donc à YPD, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'analyse de la concurrence d'une certaine manière. Comment les autres trouvent leur projet? Comment est-ce qu'ils trouvent des sources de financement à leur projet? Alors, de façon simpliste, on va sur les sites des autres organisations au Bénin ou au Togo ou en Côte d'Ivoire, des organisations qui sont dans le même domaine que nous, et on cherche leurs partenaires parce qu'ils sont pratiquement dans le même domaine que nous faisons les mêmes activités. Donc, on se dit, s'ils ont des partenaires pareils, c'est qu'on peut essayer de chercher donc, des stratégies pour aussi acquérir donc, ces genres de partenariats-là. Donc, on a créé une base de données de plusieurs bailleurs, je veux dire, donneurs à travers cette stratégie. Il suffit d'aller dans la page partenariat des sites web de ces associations-là, de chercher ceux qui sont les différents partenaires et ensuite d'entrer en contact avec eux, de comprendre davantage comment ils fonctionnent, quelles sont leurs manières de fonctionnement, est-ce que ce n'est pas appel à projet, est-ce que ce n'est pas don, est-ce que ce n'est pas sponsoring, et essayer donc de mobiliser donc des financement à travers donc, ces
ces institutions-là. Alors, quelques exemples de subventions, de plateformes qui offrent des subventions privées. On a la Fondation Ensemble, par exemple. On a le Mohammed bin Said Species Conservation Fund. On a Idea Wild. Et j'ai mis en bas donc, quelques sites sur lesquels on peut trouver des opportunités de financement. Pour les projets environnementaux, liés au plan économique, à la biodiversité et à la conservation de la nature, etc. Donc, on a par exemple ypad.net. Vous allez sur le net, vous allez en savoir plus. On a terravivagrants.org et Fund for NGO. Donc, on a quand même assez de ressources sur le web qui nous permettent donc de chercher les appels à projets dans ces différentes thématiques-là et de postuler. Ça, c'est une stratégie majeure de YPD. On fonctionne surtout par appel à projet. Déjà parce qu'on a quand même la capacité de rédiger des projets percutants, des projets innovants. Et donc, c'est un aspect qu'on exploite beaucoup. Quelques exemples de subventions, d'entreprises qui offrent des subventions privées. Par exemple, on a déjà eu à postuler à ces genres de subventions déjà. On a Reforge Foundation qui offre environ déjà 6 000 livres de subventions. African Bird Conservation, le Club 300 Foundation, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a quand même une diversité donc, de sources, de fondations, d'entreprises, d'institutions qui sont prêtes à fournir donc, des subventions pour financer vos différents projets de développement et environnementaux également. Alors, je reviens encore également à quelques exemples de fonds qu'on a pu mobiliser donc, depuis 2015. Là, on a eu quelques financements de climate à travers donc, les COP in My City à Abomey-Calavi. Depuis 2015, j'ai fait quelques activités de COP in My City au Bénin, 2, je pense. Et ensuite, on a un peu abandonné ce chemin-là. Mais néanmoins, on continue toujours dans les sciences de renforcement de capacité des jeunes sur les questions de changement climatique. On a eu des campagnes de reboisement de Kaya sénégalensis dans le nord du Bénin. Et on a eu donc un financement pour le faire grâce au Grounded, en fait, ce fonds-là, qu'on a gagné 2 fois, en 2015 et en 2019. On a eu également du matériel de Idea Wild, notamment des ordinateurs, des appareils photo et autres matériels. On a eu également quelques financements de différentes institutions aux États-Unis, principalement, Pollination Projects et d'autres fondations qui militent dans le domaine de la conservation de la faune. Déjà en 2020, cette année, on a eu également un financement pour de la recherche, par exemple. C'est-à-dire quand même qu'il y a une source énorme de possibilités pour même financer vos différentes activités, vos différents projets. Et ça dépend évidemment donc, de vos besoins sur les axes sur lesquels vous vous êtes penché. Alors, dans ce cas, dans la plupart du temps, ou dans une moindre mesure, la thématique sur laquelle il faut postuler est définie quand même par les bailleurs. Donc, le bailleur dit, tiens, moi, je veux des projets qui sont dans ce domaine-là, dans le domaine de la conservation de la biodiversité, dans le domaine de l'autonomisation des femmes, dans le domaine de la protection de la nature. Donc, la thématique est d'une certaine manière prédéfinie, non pas le bailleur. Et dans ce contexte également, il y a des contraintes et il y a des exigences. Il y a, par exemple, la date limite de soumission donc, de l'appel à projet. Le processus est parfois long et incertain. C'est un financement ponctuel. C'est que la fondation ou l'organisation lance son appel juste une fois par an. Donc, c'est vraiment très ponctuel et la concurrence est rude, évidemment. Beaucoup d'organisations sont en attente de ces formations-là et la concurrence est vraiment rude. Alors, un dernier point avant de finir, c'est quand même qu'il y a quelques facteurs de succès pour mobiliser d'avancer ces financements pour ces activités. Et il faut, dans un premier temps, comprendre les exigences du bailleur
et proposer des projets qui sont pertinents, qui sont innovants et qui ont quand même de la durabilité. Ça, c'est un aspect très important des ONG. La plupart du temps, on mène des projets qui sont très, très ponctuels. On ne pense pas toujours à la durabilité des actions qu'on veut mener. Et je pense qu'il est primordial donc, de penser durabilité donc, dans les projets qu'on met en œuvre. Il faut établir donc, des budgets qui sont ambitieux et réalistes. Dans la plupart du temps, étant ONG, on reçoit des dossiers de partenariat ou pour peut-être une simple activité de salubrité, par exemple. On fait un budget de 3 millions. Bon, est-ce qu'on a besoin d'autant, etc., etc. Donc, il faut vraiment des budgets réalistes. Et il faut s'inscrire dans une démarche donc, à long terme aussi. Et pour réussir tout ça, il faut une équipe vraiment dédiée et une équipe appropriée donc, pour chaque projet. La communication est un aspect fondamental pour mobiliser et toucher donc, les gens. Il va falloir communiquer sur ce que vous faites. Chaque activité, vous avez besoin de communiquer dessus, de montrer l'impact que vous avez eu, de montrer le changement que vous avez pu créer grâce à cette activité-là. Et une dernière chose, c'est qu'il faut tenir à jour ces différents rapports. Il faut avoir donc ces pièces à jour, ne pas négliger les rapports d'activité, les rapports annuels, les rapports financiers, parce que c'est des pièces qu'on demande lors des appels à projets. Parfois, on commence à courir pour mettre à jour donc, ces différents rapports-là. Donc, c'est comme des éléments sur lesquels il faut venir pour être prêt au moment opportun. En guise de conclusion, je vais juste dire qu'il existe plusieurs possibilités de financer les projets de développement et qu'il est important donc, de ne pas juste se focaliser sur une seule source, mais d'avoir une combinaison des différentes sources. On peut allier cotisation avec appel à projet, crowdfunding, etc. Donc, il ne faut pas juste se limiter à une seule source de financement. Il est également important d'apprendre de ces échecs parce qu'une fois vous postulez, par exemple, vous pouvez peut-être faire 10 applications, c'est peut-être un seul qui marche. Donc, il va falloir apprendre de ces expériences-là et les capitaliser donc, pour d'autres projets futurs. Donc, voilà globalement quelques astuces, quelques moyens donc, de lever des fonds pour vos différents projets, surtout pour les ONG. OK. Merci. J'espère que ça n'a pas été trop rapide. Non, ça va. Moi, ça a été impeccable. Et vous avez donné beaucoup, je veux dire beaucoup d'éléments qui puissent aider les jeunes à entreprendre et à monter des organisations non gouvernementales qui sont des organisations à intérêt public, qui sont indépendants financièrement et qui ne dépendent pas de l'État. Et je te remercie, je me permets de te tutoyer, je te remercie de la présentation claire et nette. Par contre, j'ai quelques questions. Oui. Personnelles. Du coup, vous avez présenté les apports externes sans contrepartie. Par contre, sur les plateformes de crowdfunding, comment prouver sa fiabilité sur ces plateformes-là et quels sont les retours attendus par je veux dire, ceux qui gèrent ces plateformes-là? Qu'est-ce qu'ils attendent en retour? Ce qui est sur les plateformes, la plupart des plateformes, ils ont une commission sur les fonds que vous levez. Donc, ce n'est pas du tout gratuit. C'est vrai que mettre en place votre projet sur la plateforme, c'est gratuit. Mais vous levez des financements, la plateforme va prendre entre 5% et 10% sur les fonds levés. Donc, elle a quand même un pourcentage sur les fonds que vous levez. Et pour la sélection des projets, c'est vrai, vous allez mettre votre projet en ligne sur une plateforme, mais l'équipe décide si elle met le projet en exergue ou pas. Et le taux de sélection est quand même très faible. Donc, ce n'est pas systématique. Genre, vous mettez systématiquement le projet et systématiquement la plateforme la publie. Je pense quand même qu'il y a un certain nombre de critères de sélection des projets à mettre en place. C'est surtout des projets, les projets qui intéressent les gens, c'est surtout des projets à impact social, des projets innovants. Des gens ont envie de voir du nouveau. Donc, c'est surtout ces genres de projets-là qui intéressent les plateformes. Quand on parle donc surtout des ONG.
OK. Ma deuxième question se porte sur votre expérience que vous avez partagée. Du coup, si je comprends bien, dans une équipe, il faut d'abord des gens engagés pour la cause pour laquelle ils sont appelés. Il faut les gens experts dans leur domaine et il faut faire une veille technologique pour assurer la concurrence. Selon votre expérience, combien de personnes faut-il au minimum pour mettre sur pied une ONG? Parce qu'il faut beaucoup de tâches à réaliser. Il faut ornir son image, il faut orner son image sur les réseaux sociaux. Et il faut aussi beaucoup travailler et vérifier tout ce qui se passe sur les plateformes et avec les concurrents et préparer les documents. Vous avez dit monter un bon dossier, avoir une belle argumentation. Combien de personnes faut-il au total ou bien au minimum pour mettre sur pied une ONG aujourd'hui? Et comme vous le dites, il faut forcément un minimum. De façon classique, dans les ONG, on a souvent le conseil d'administration qui est souvent constitué du président, du secrétaire, du trésorier. Ensuite, on a la direction exécutive qui est un directeur exécutif et différents chargés de programme. Donc, suivant vos domaines d'activité, vous avez peut-être un ou deux, trois, quatre tailles de programme. Et en dessous de ça, vous avez vos membres. Donc, le nombre, je ne saurais dire non exact, ça dépend forcément donc, de votre organisation, de l'ampleur que vous voulez, mais un minimum pour le conseil d'administration de 3 personnes, un minimum pour le bureau exécutif d'au moins 5 à 6 personnes vraiment engagées. Donc, au moins un minimum de 10 avec un effectif de 7 à 10, vous pouvez quand même accomplir les tâches quotidiennes de l'organisation. Bon, dans le cadre de l'ONG, par exemple, on travaille vraiment à temps partiel, on n'est pas à temps plein. Chacun de nous travaille dans une certaine mesure, mais on trouve quand même le temps de se regrouper, d'avoir des réunions mensuelles, et etc. C'est surtout ça, je pense. OK, merci. Et je pense que la réponse est claire pour tout le monde. Et du coup, nous avons Monsieur Olivier Nirembazoué, désolé pour le nom, qui te remercie pour ta présentation. Et il demande depuis le Burundi, je suis dans le processus de demander l'agrément de notre ONG pour pouvoir commencer à postuler à des projets. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner à ce sujet? C'est surtout d'avoir quand même l'adhésion de tous les membres par rapport aux tests qu'ils ont mis en œuvre, parce que une fois que l'ONG est mise en place, ce sont donc ces différents tests qui vont régir la vie de l'organisation. Donc, il est important déjà de s'accorder sur les tests de l'organisation, sur les postes à pourvoir, les fonctions que vont occuper donc les membres de l'organisation. Et ce qui est important, c'est de définir un plan, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire. Parce qu'on ne crée pas une ONG pour son plaisir, mais c'est forcément pour répondre à un besoin dans notre communauté ou autour de nous. Donc, quel changement on veut apporter, il faut déjà être prêt à avoir ces réponses-là, à planifier donc, ces objectifs dans le temps. Et une fois donc, vous avez vos dossiers, c'est de soumettre le projet comme vous le désirez le faire, de nouer des partenariats et de communiquer sur les moindres détails donc, de votre projet, d'avoir au moins une page Facebook. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est incontournable. Il faut quand même avoir une présence en ligne à travers une page Facebook, Twitter, Instagram, pourquoi pas. Et à défaut d'avoir un site, pourquoi ne pas avoir un blog déjà? Le blog est gratuit pratiquement. Et donc, avoir quand même ces outils prêts pour que dès que vous démarrez vos activités, voilà, qu'il n'y ait plus d'entraves ou de difficultés à rendre votre organisation visible. Donc, voilà brièvement ce que je peux dire à Olivier. OK, j'espère que M. Olivier a pris bonne note. J'ai une autre question pour vous, M. Christel. Donc, Oui. pour faire appel à des institutions externes qui ne demandent rien en contrepartie,
il faut un dossier de sponsoring, si je ne me trompe pas. Il faut faire une demande avec un dossier bien soutenu. Absolument. Est-ce qu'il faut, dans le dossier, demander un financement total ou partiel? Qu'est-ce qui est recommandé? Est-ce qu'il faut aller les mains vides pour dire, OK, nous avons cette idée que nous voulons réaliser. Est-ce que vous pouvez nous aider totalement, ou il faut présenter un fonds incomplet et demander à ce qu'il soit complété par l'institution vers laquelle on se tourne? Alors, moi, je vais différencier deux choses, appel à projet et sponsoring. J'en demande à un partenaire. Dans le cas d'un appel à projet, par exemple, moi, je préfère donner une contrepartie de YPD. Par exemple, je dois définir un budget de $10,000, par exemple, mais je dois pouvoir apporter une certaine contribution moi-même. Sinon, quand même, c'est bon, c'est pas concevable d'une certaine manière. On ne demande pas pour demander. Et donc, j'apporte ma contribution, mais je peux évaluer, par exemple, j'ai un vidéoprojecteur, j'ai une salle, j'ai un certain nombre d'actifs à mon compte. Je peux budgétiser dans ces actifs-là et quand même dire, ah tiens, c'est ma contrepartie sur peut-être $10,000. Je peux apporter jusqu'à 1 000 euros ou 1 000 $ et que je demande donc $9,000. Donc, ça montre quand même que vous n'êtes pas à niveau 0, 0, 0 complètement, que vous avez quand même un certain nombre de ressources pour mettre en œuvre votre projet et c'est bien vu. Je pense qu'une organisation qui demande $9,000 sur un budget total de 10 000 contre une organisation qui demande 100% des 10 000 francs, je pense que l'institution va beaucoup plus se pencher sur celle qui demande 9 000 parce qu'elle sent qu'elle a les capacités de mettre en œuvre sans elle un certain nombre de choses au préalable avant même que le financement puisse compléter le reste. Et voilà un peu ce que je conseille. Et brièvement, voilà ça. Pour les dossiers de sponsoring, je préfère quand même qu'on puisse montrer également sa contrepartie. On a besoin peut-être d'un certain montant, mais voilà, on a déjà peut-être tel montant en nature, on a une salle de formation peut-être qui a été offerte par une institution, on a telle chose déjà qui, peut-être la communication qui sera assurée par un partenaire, et on a juste peut-être besoin de telle chose pour finaliser donc la mise en œuvre de notre projet. Donc, comme ça, vous êtes un peu plus, vous êtes vu d'une certaine manière quand même mieux que quelqu'un qui demande juste un gros montant sans contrepartie, je pense. OK, merci, Monsieur Christel. Du coup, ça m'amène à un point qui est celui-ci. Est-ce que, nous allons toujours en parler, hein, le COVID-19, le nouveau coronavirus, est-ce qu'il a des avantages et ou des inconvénients sur la mise en place, le développement ou la réalisation des projets des ONG aujourd'hui? Est-ce que la question, pour dire en d'autres mots, est-ce que le COVID va permettre aux jeunes d'avoir de nouvelles idées? Est-ce que ce même COVID ne sera pas un frein pour la mise en place et le développement de ces ONG-là? Moi, je pense que les deux aspects sont à prendre en compte. Ça a autant des avantages que des inconvénients. Dans un premier temps, les avantages. Voyez-vous, avec la pandémie de COVID-19, on a quand même une exacerbation des problèmes agricoles, par exemple. Les gens ont des difficultés alimentaires, les gens n'arrivent pas à trouver à manger, il y a une crise alimentaire, même si elle n'est pas totalement visible, ça se sent. C'est un problème pour la communauté. Et donc, qui dit problème dit opportunité, opportunité donc pour l'ONG. Donc, une ONG qui est dans ce domaine-là peut prendre cette problématique à cœur et travailler donc à répondre aux besoins de la communauté dans ce sens-là. Dans ce sens, c'est un avantage. Et c'est un domaine qu'on explore, c'est sur des thématiques qu'on explore, sur lesquelles on veut aller. Et d'autre part, il y a des inconvénients parce que les bailleurs, dans une certaine mesure, ont différé en fait leur financement. Par exemple, cette année, on a postulé pour un appel
on est censé avoir le résultat en mars, mais le bailleur dit en fait, moi, le résultat, je vais le donner en octobre à cause de la pandémie. Donc, toute la planification qu'on a eue sur le projet a été pratiquement décalée. Donc, on attend octobre pour voir un peu le résultat donc, de l'appel pour pouvoir donc, démarrer dans notre projet. Donc, ça, c'est des inconvénients. Ça modifie un peu votre planification et ce n'est pas toujours ce qu'on souhaite. De toute façon, il va falloir tirer des avantages donc, de la pandémie et vraiment voir quels sont les besoins auxquels on peut satisfaire, quelles sont les opportunités que ça ouvre, quelles sont les nouvelles choses que ça amène et pour en tirer donc, des bénéfices. Tout n'est pas mauvais, je pense. Ok, du coup, merci. Et là, je vais plutôt exhorter les jeunes, surtout ceux qui nous suivent actuellement, de détecter et de déceler les problèmes qui vont se créer suite à cette crise pour essayer d'apporter des solutions viables à intérêt public et qui pourront peut-être contribuer sûrement au développement de leur localité. Nous avons monsieur... Je ne te coupe pas. Je voudrais juste faire remarquer, par exemple, que pendant cette période, vous allez voir, il y a un nombre incalculable d'appels à projets liés au COVID. Donc, c'est des opportunités à saisir, effectivement. Juste une petite parenthèse. OK. Du coup, j'espère qu'ils ont pris note et que ça va aller à leur avantage d'aller sur les sites que nous avons présentés plus tôt et aller chercher des appels à projets. Nous avons des questions. Nous avons M. Christophe Gamado du Togo qui pose cette question. D'après vos expériences, quelle crédibilité donne-t-on aux associations estudiantines scientifiques dans un domaine comme l'agriculture dans le financement de leur activité, même en prenant en compte la pertinence du problème à résoudre? Si j'ai bien compris la question, il demande si les étudiants d'un domaine scientifique se lancent sur un projet à caractère agriculturel, quelle crédibilité les associations ou les institutions qui financent ou qui peuvent aider accordent à leur projet, bien qu'ils soient scientifiques et non voilà, dans l'agriculture? Oui, je pense que la base de tout développement, moi, ça commence par la recherche. Et il n'y a pas de développement sans recherche. Et il n'y a pas de développement sans évidence, sans preuve, sans données. Donc, dans un premier temps, ces associations, la première des choses, il y a énormément d'appels de recherche. Donc, c'est de mettre en œuvre donc, des projets de recherche, à développer donc, des projets de recherche et fournir donc, des évidences dans le secteur, quitte à ce que donc, ces évidences soient prises en compte donc, par les décideurs ou les différentes autorités politico-administratives du pays. Donc, ils ont quand même toutes leurs chances de pouvoir également impacter leur communauté à travers les recherches qu'ils vont mener, même si ce n'est pas directement de l'agriculture, genre améliorer la fertilité du sol ou lutter contre les insectes ravageurs, toutes les problématiques liées à l'agriculture, ils ont quand même cette opportunité-là de mettre en œuvre leur expertise, leurs compétences pour apporter donc une solution au problème des communautés. Et tout commence par la recherche, pour moi, tout commence par les évidences. Et voilà, il y a plein d'appels à projets dans le domaine de la recherche qui peuvent donc se lancer dans cet axe-là. Tant qu'ils sont légalement reconnus dans leur pays, ils ont quand même la possibilité de mettre en œuvre des projets de recherche. Et il est aussi important de nouer des partenariats avec les laboratoires dans les universités, les professeurs, etc., etc. Soit ils se font parrainer par un professeur pour davantage leur montrer les rouages, monter un grand projet qui pourra être financé. Et j'aime bien dire qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, il est important de s'associer, d'avoir des équipes multidisciplinaires, voilà, pour davantage creuser donc, les problèmes et apporter donc, des solutions. Ok, merci beaucoup, M. Christelle. Et pour ajouter, moi, je dirais que toutes les sciences peuvent s'interférer. Donc, comme tu l'as dit, l'idée, c'est de faire la preuve et ils seront acceptés. Nous avons aussi M. Kiki Cyril, qui est le président de l'ONG Ado Bénin. Je ne sais pas si tu les connais. Donc, Non, ok, il dit qu'il est ravi de suivre cette
conférence et qu'il est à Calavi et qu'il avait déjà suivi une conférence en septembre 2019. Donc, il a deux demandes. La première est celle-ci. Est-ce possible d'aller déposer, par exemple, à l'AFD, je ne sais pas ce que c'est. Agence française de développement. OK, à l'AFD, sans attendre un appel à projet. Et la deuxième question, pouvez-vous initier une formation à l'intention des jeunes ONG sur la technique de rédaction de projet? Là, la question se pose à toi principalement et par ricochet à YPD, the Young Pioneers for Development. Et il demande encore quels sont les sites sur lesquels on peut écrire un blog sans avoir des publicités impures lors de la lecture des articles. Du coup, ça fait 3 questions. Donc, la Super. première, est-ce possible d'aller déposer un dossier à l'AFD sans attendre un appel de projet? Je pense qu'il y a une session AFD au Bénin. Ce qu'il faut faire, c'est de se rapprocher d'eux, de présenter le projet, de demander peut-être à rencontrer celui qui est en charge des partenariats et de lui présenter donc votre projet. Et si dans leur procédure, ils ont cette procédure, je n'ai aucune idée de ça, je n'ai pas encore essayé. S'ils ont une procédure donc pour peut-être accompagner les ONG dans leur procédure, dans leur budget, je pense quand même qu'ils seront ouverts à vous écouter et à lire donc votre projet. Mais de toute façon, ils mettent souvent leurs projets en ligne. Ils mettent leurs appels à candidature en ligne et c'est surtout sur cette plateforme en ligne que vous postulez aux différents projets. Donc, mais il faut toujours essayer, moi je dis, il y a une agence, il y a un annexe de la FT au Bénin, si je ne me trompe pas, tu peux toujours te renseigner donc, auprès d'eux, monter un bon projet, avoir une bonne fiche de synthèse de projet en quelques pages, être en mesure de vendre son projet en quelques minutes, ça peut intéresser. Même si elle ne te promet rien, elle peut t'orienter vers d'autres sources pour davantage obtenir satisfaction. Donc voilà quelques stratégies. Il faut essayer. OK. Du coup, pour Oui. la première réponse, je résume. Il faut faire la veille technologique, aller sur le site de ces agences-là pour voir s'il y a des appels à projets ou tenter, qui ne tente rien, n'a rien, aller présenter si le projet est convaincant, ils vont l'accepter. La deuxième partie de sa série de questions est, pouvez-vous initier une formation à l'intention des jeunes sur la technique de rédaction de projet? Oui, alors ce n'est pas un secret que je vais dévoiler. On a quand même planifié un certain nombre de formations, un certain nombre de renforcements de capacités. Et pour cette année, et si ce n'est pas à cause du Covid, donc on l'aurait déjà exécuté. Et je peux annoncer que dans quelques jours ou quelques semaines, on va lancer un appel. C'est surtout la rédaction des projets de recherche. Mais parallèlement, on aura quand même un aspect projet de développement qu'on aura à développer également. Donc, je voudrais juste inviter les internautes à rester connectés sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux. Là, ils peuvent suivre l'appel et postuler dans une certaine manière. De toute façon, s'il y a cette opportunité-là, ils seront au courant, que ce soit maintenant ou dans les mois à venir, pour davantage avoir dans ces compétences-là. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a énormément de ressources en ligne. On a Google qui est gratuit, qui est libre. Il y a les livres. C'est vrai que lire et pratiquer, ce n'est pas forcément la même chose, mais il faut d'abord avoir les prérequis de la rédaction de projets de recherche. Qu'est-ce que les gens cherchent quand vous présentez un projet? Quels sont les points, éléments? Comment avoir un bon cadre logique pour votre projet? Comment il y a un certain nombre de prérequis. Vous pouvez déjà vous documenter en ligne, avoir donc ces notions-là et maintenant mettre en pratique ces choses que vous lisez là sur le terrain. C'est un peu comme je l'ai écrit. Tout expert dans un domaine a été autrefois un débutant. Donc, on a démarré, on a tâtonné, on a appris de nos expériences passées, on s'est amélioré et voilà, on peut maintenant développer de grands projets, des projets quand même assez importants. Donc, il faut se cultiver, il faut apprendre chaque jour, il faut se documenter et voilà. OK, du coup, j'invite alors tous les participants à s'abonner sur toutes les plateformes sociales de YPD, de Young Pioneers for Development,
et allez aussi consulter leur site web qui est aussi bien fait. La troisième et dernière partie de la question de M. Cyril dit ceci. Quels sont les sites sur lesquels on peut créer un blog sans avoir des publicités impures lors de la lecture des articles publiés? Oui, il y a quand même un certain nombre de sites qui sont assez reconnus. Et le premier site de blog gratuit, c'est WordPress. WordPress.com ou WordPress.fr. Un peu comme ça s'entend. Vous allez sur Google, vous mettez WordPress, ça vient. En quelques minutes, vous allez créer déjà votre blog. Par exemple, avant d'avoir notre site, on avait notre blog, ypd.wordpress.com. C'était gratuit. Au moins, on pouvait montrer qu'on faisait des activités. Voyez-vous, donc on n'a pas besoin de payer un hébergement pour un site dans ce temps-là. Donc, WordPress vous offre quand même la possibilité d'avoir votre site, vos informations de manière tout à fait gratuite. Il y a également Weebly, si je me rappelle bien. Il y a plein de blogs, hein, je pense, ça m'échappe un peu, Weebly, WordPress, mais je conseille juste WordPress parce que c'est vraiment facile à utiliser. Vous n'avez pas trop de publicité intempestive. Vous avez la main pour modifier les pages. Vous avez les templates extraordinaires. Et vous n'avez pas besoin d'être expert également pour l'utiliser. Donc, WordPress, je pense que c'est l'un des meilleurs. Sans faire de publicité, bien sûr. Ok. Du coup, je confirme parce que je rappelle que je suis informaticien de formation. Du coup, WordPress, c'est la framework qui peut être utilisée par les non-informaticiens pour créer leur site web en quelques clics. Il s'agit du drag and drop. Vous prenez, vous déposez, vous rédigez et la mise en page est gérée automatiquement en arrière-plan. Tout est automatisé. Du coup, je valide pleinement la recommandation de M. Christel. Il y a une question qui nous vient du fondateur d'Ecolotrip, qui est le réseau des jeunes francophones, voilà, je rappelle, luttant contre le changement climatique et qui œuvre pour la protection de l'environnement. Il pose la question à M. Christel. Que pensez-vous de la situation après COVID en matière d'opportunités pour les jeunes? Oui, la situation après COVID, je ne sais pas si on peut forcément la prévoir actuellement parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer demain. Rien n'est encore pour le moment certain. Mais de toute façon, il va falloir se préparer aux opportunités. Et c'est vrai qu'il y a une certaine déstructuration de l'économie au niveau mondial. Les banques ne prêtent plus. Il y a les institutions qui ne veulent plus débloquer les fonds. Il y a un effondrement partiel de l'économie à certains endroits. Donc, il va falloir quand même rester aux aguets par rapport aux opportunités de financement. Mais je dis également qu'il y a des avantages. Donc, il y a des problèmes qui se posent dans la communauté et c'est l'opportunité d'être davantage solidaire, de montrer qu'on peut travailler ensemble entre ONG pour avoir donc un impact sur nos communautés. Donc, ça appelle à plus de solidarité, plus de travail en équipe et plus de responsabilité des ONG pour vraiment impacter la communauté. Donc, je ne vois que des opportunités, même s'il y a quand même des points d'ombre, des points négatifs. Il va falloir juste qu'on planifie et qu'on exécute un certain nombre de choses sur le terrain. Okay. Merci, M. Christel. Donc, comme il a su bien le dire, bien avant même ça, la crise a permis d'avoir plein d'idées. Hein. Il y a maintenant plein d'opportunités qui s'ouvrent. Il y a les appels de projets, il y a les idées qui se dessinent clairement hein, qu'on peut prendre et exploiter. Donc là, il ne reste qu'à vous, participants, de prendre possession de ces idées-là, de bien les décortiquer et monter vos organisations. Donc, je vais voir s'il y a une question ici. Il y a M. Eric Koulibaly de la Côte d'Ivoire qui demande le premier financement pour une association et ONG. Comment une ONG peut saisir son premier financement? Donc, je pense que dans la présentation,
ça a été dit, mais je vais laisser le soin à M. Christel de réitérer ses propos sur le tout premier financement d'une ONG, une association à but non lucratif. Oui, comme je l'ai dit tantôt, l'une des premières sources quand même pour financer ces activités, c'est les cotisations des membres. Je suppose vous êtes 10 dans l'organisation. Chacun paye 10 000 francs comme frais d'adhésion. Ça fait un petit pactole déjà qu'on peut prendre pour organiser une activité, pour faire un certain nombre de choses, pour renforcer les capacités des jeunes de sa communauté, pour faire de la salubrité, pour offrir du matériel à une association. Donc, partout où il y a la volonté, je pense qu'il y a la possibilité de réaliser les choses. Et en dehors de ça, en tant qu'ONG nouvelle, vous pouvez aller vers des partenaires, des gens de la communauté, des entreprises privées dans votre communauté, pour montrer combien votre projet est important, que votre projet va avoir un impact sur votre communauté, combien votre projet va servir donc, aux populations ou autour de vous. Je pense qu'ils seront intéressés. Et même s'ils ne donnent pas la totalité du financement dont vous avez besoin, même si ce n'est qu'une petite partie, faire ça sur 10, 15 entreprises, vous aurez peut-être assez de ressources pour démarrer votre activité. Et on n'est pas obligé de demander forcément de l'argent. On peut demander une salle, on peut demander des packs d'eau pour sa formation, on peut demander, je ne sais pas, un siège, on peut demander de la compétence technique d'autres organisations. Donc, on peut quand même agencer ces genres de demandes-là pour quand même faire nos premières activités, quitte à générer des sous. Et vous pouvez également vendre vos services, faire des formations payantes dans les premières années pour quand même avoir des ressources pour injecter dans vos activités de projet. Donc, voilà quelques astuces, je pense, pour quand même avoir vos premiers projets faits sur le terrain. Le plus important, c'est le terrain qui compte. Donc, il va falloir y aller, bouger, essayer. OK, moi j'ai une dernière question par rapport aux activités payantes des ONG. Oui. Est-ce que le prix de participation est au même niveau que celui fixé par les organisations à but lucratif? Tout dépend du type de formation que vous voulez mener. Et je pense que nos formations le font aussi dans un but social. Faire apprendre aux jeunes, faire apprendre aux gens un certain nombre de compétences. Donc, on n'est pas obligé de mettre ça sur les mêmes tarifs. Une entreprise peut-être commerciale va faire une formation en gestion de projet peut-être à 500 000 francs, à 250 000 francs pour une entreprise ou pour des gens. Mais je pense qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à ces montants pour attirer, donc pour apporter un plus donc, aux jeunes ou aux gens. Une formation de 25 000 francs, de 10 000 francs, ça peut déjà faire l'affaire pour quand même attirer les gens à venir suivre la formation. Parce que n'oubliez pas, l'aspect financier est quand même un des points qui limite, comment dire, la participation des jeunes aux formations. Donc, il va falloir miser sur ces aspects-là pour voir le juste équilibre, pour vraiment mobiliser les jeunes à suivre vos formations et vos activités de renforcement des capacités. Par moment, vos activités peuvent être gratuites. C'est ce qu'on remarque, mais de plus en plus, je pense qu'il faut mettre un petit prix quand même pour les activités de formation pour qu'elles ne soient pas totalement gratuites et que les gens puissent avoir la considération pour les formations qu'ils suivent. Parce qu'ils ont dépensé de leur temps et de leur énergie et il faudrait quand même qu'ils s'appliquent à vraiment suivre les formations et à les appliquer. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur cette question. OK, je rappelle à ceux qui ont pris le train en route que nous sommes en train de parler des stratégies de mobilisation financière des ONG ou des associations à but non lucratif. Donc, je vais demander à M. Christel de dire ses derniers mots, s'il a des recommandations, s'il a des mots à l'endroit de nos participants. En attendant que les questions se rédigent de la part de nos participants.
Merci, M. Kodjo, une fois encore pour l'opportunité. Ça a été quand même une belle opportunité de partager un peu les expériences de YPD. La première chose que je voudrais dire, c'est d'abord qu'il est important de savoir là où on va. Donc, en tant qu'ONG, il faut vraiment avoir une boussole pour savoir à l'horizon 2020, 2021, 2022, où est-ce qu'on veut aller et planifier dans ces activités en conséquence. Et le but d'une ONG, c'est vraiment de contribuer donc, à résoudre un certain nombre de problèmes dans sa communauté. Et Dieu seul sait que des problèmes, il y en a. Et c'est également une porte pour ouvrir, donc c'est un espace pour les jeunes d'acquérir de l'expérience. Pour acquérir de l'expérience. À YPD, par exemple, moi, j'insiste beaucoup sur cet aspect-là. C'est vrai, on fait du bénévolat, mais ce n'est pas simplement du bénévolat, mais ça permet d'acquérir de l'expérience. Je n'ai pas forcément eu à apprendre comment gérer les projets quelque part. C'est à travers la pratique que je l'ai apprise avec la documentation. Donc, celui qui n'a pas du tout d'expérience, je pense que c'est une des premières portes pour avoir de l'expérience. Et voilà, moi, je voudrais inviter les jeunes quand même à saisir ces opportunités de travailler dans les ONG, de travailler dans les associations pour acquérir de l'expérience. Moi, ma propre expérience, je suis agronome de formation. Ma première expérience de bénévolat a été en communication, mais depuis 4 ans, je travaille dans le domaine de la communication. Je n'ai pas vraiment appris ça quelque part, mais c'est un domaine que j'aime. C'est un domaine dans lequel j'apprends tous les jours, je me cultive tous les jours. C'est à partir de cette activité de bénévolat que je suis aujourd'hui dans la communication. Donc, ça n'a pas été totalement inutile. Et je peux faire valoir de l'expérience. YPD a été créé depuis, par exemple, 2012. Je peux mettre en exergue mes 8 ans d'expérience à YPD aujourd'hui. Et donc, si je n'avais pas fait YPD ou je n'avais pas milité dans une association, je ne peux pas démontrer dans mes capacités. C'est vraiment un appel. Il y a la problématique de l'emploi, il y a la problématique d'expérience. Donc, c'est une opportunité, une porte pour apprendre davantage, pour créer de l'expérience et les faire valoriser ailleurs dans le monde professionnel. Un dernier point, moi, je rêve vraiment que les ONG puissent impacter les communautés, créer des emplois si possible à travers les projets qu'ils mènent, payer un salaire. Voilà, c'est mon rêve. Et donc, il va falloir qu'on travaille dur pour y arriver. Et une chose importante, c'est vraiment la mise en réseau des organisations parce qu'on a une multitude d'ONG. On fait pratiquement la même chose, mais c'est à un moment donné difficile de se mettre ensemble pour mettre en place des projets durables. Donc, il va falloir revoir un peu nos stratégies et davantage travailler, même si l'environnement n'est pas totalement facile, il va falloir quand même sauter cette barrière-là et travailler ensemble pour plus d'impact. Voilà un peu quelques recommandations et quelques conseils à l'endroit de nos participants. Et merci encore une fois pour l'opportunité. Ok, c'est nous qui vous remercions. Nous avons une dernière question de la part de M. Eric Koulibaly. Il précise qu'il est le président de l'association Initiative Village Vert et Solidarité en Côte d'Ivoire et il demande pourquoi il est si difficile d'avoir des financements pour les projets liés à l'eau, pompes villageoises, ainsi de suite. Oui, bon, est-ce qu'il est vraiment difficile? Je pense quand même qu'il y a un certain nombre de bailleurs qui financent les projets liés à l'eau. Peut-être la difficulté, c'est de présenter des projets vraiment structurants, des projets qui, qui, innovants, qui montrent vraiment l'impact. Une dernière chose que je voudrais rappeler, c'est qu'il faut également écrire de bons projets et qu'il faut explorer partout. Bon, pour moi, ça dépend de votre localisation, de là où vous êtes. Mais je pense quand même qu'au Bénin, il y a quand même assez d'opportunités, même si c'est des projets qui coûtent beaucoup, parce qu'il faut des budgets assez conséquents pour les projets liés à l'eau et à tout ce qui est hydraulique rurale, tout ça là. Donc, ça demande beaucoup de budget, beaucoup de fonds, mais c'est toujours possible donc, de lever des fonds par rapport à ça. Et pourquoi ne pas aussi miser sur les financements participatifs qui sont de réels challenges, mais
sur lesquels on peut toujours obtenir des financements. Tant que le projet est innovant et à fort impact social, je pense que les gens seront intéressés à contribuer. OK. Je pense que M. Coulibaly a eu sa réponse. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là s'il n'y a plus de questions. Donc, moi, mes remerciements vont d'abord à ton endroit et à l'endroit de toute la structure YPD. Donc, félicitations pour ce que vous faites et bon courage pour la suite pendant cette période de crise. Donc, j'espère que ça ne vous dérange pas dans le développement de vos activités, même s'il y a des dates qui ont été décalées obligatoirement. Et j'exhorte tout le monde à aller s'abonner à nos pages Ecolotrip sur Instagram, Twitter, Facebook et également la structure YPD, Young Pioneers for Development. Allez consulter leur site web ainsi que le nôtre, s'abonner pour être au courant de tout ce qui se passe sur ces plateformes-là et aussi aux ONG qui ont été représentées ce soir de pouvoir contacter YPD ou Ecolotrip pour une éventuelle collaboration comme vous avez suggéré. Donc, si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Et merci beaucoup YPD pour ce partage d'expérience. Ça a été vraiment très, très instructif. Et je pense que les participants ont tiré profit de ce webinaire qui a porté sur les stratégies de mobilisation financière pour les ONG. Et j'espère que beaucoup de points ont été donnés, beaucoup d'astuces ont été livrées et les conseils qui, selon moi, pourront aider les jeunes à mettre en place des organisations à intérêt public dans le but toujours d'impacter et contribuer au développement de leur localité et pourquoi plus tard sur le plan national, continental et global après. Donc, je pense qu'on va dire au revoir à nos participants. Et merci de nous avoir entretenus ce soir, M. Christelle Kenou. Merci, c'est moi qui vous remercie et merci à tous les participants pour leur disponibilité. Et je me rendrai disponible pour toute autre question ou demande d'information. OK, du coup, veuillez nous contacter sur nos pages ou nos sites. Nous sommes disponibles et les réponses vous seront données davantage. Pour ceux qui ont des idées et qui n'ont pas voulu les dévoiler ici, c'est l'occasion de parler avec Monsieur Christelle ou pourquoi pas Ecolotrip pour qu'on essaye de voir dans la mesure du possible comment collaborer et faire vivre leur activité et pourquoi pas mettre en place leur organisation. Donc, c'est ce, on se dit au revoir. Au revoir. Donc, je te laisse couper tout. D'accord.